Bienvenue chères étudiantes et chers étudiants dans ce cours télévisé sur l'organisation administrative. Comme vous l'avez remarqué, à chaque séance, j'essaye de faire un petit rappel de ce qui a été fait. Comme ça, on peut avancer correctement au niveau de notre cours. Alors, la première séance, j'ai essayé de faire un glossaire et je crois qu'au fur et à mesure qu'on avance au niveau de notre cours, vous allez remarquer l'utilité de ce glossaire-là parce qu'on va l'utiliser comme pépinière au niveau de laquelle on va prendre les concepts et on va essayer de les mettre dans leur contexte pour leur donner plus de valeur. Alors, là, les séances passées, j'ai essayé de faire un chapitre préliminaire sur le glossaire des concepts techniques au niveau de l'organisation administrative. Après, je l'ai suivi par un axe sur les techniques d'organisation et du processus de l'aménagement de l'organisation administrative sur le territoire marocain. Et on a dégagé 2 concepts clés, déconcentration et décentralisation. Et on a vu que le dernier point, c'est que la décentralisation est inscrite au niveau constitutionnel comme une forme territoriale d'organisation fondée sur une régionalisation avancée. Alors maintenant, je vais attaquer un nouveau axe et c'est l'administration d'État. Alors cette administration d'État, je vais essayer de traiter 3 points, c'est-à-dire il se peut que si le temps le permet, je vais les faire les 3, sinon je traiterai 2 et je laisserai un 3e point pour la séance à venir. Alors, au niveau de l'administration d'État, je vais essayer donc cet axe-là de administration de l'État. Je vais essayer de traiter les points suivants. Alors, on va faire, en ce qui concerne une administration centrale, c'est-à-dire de l'État bien entendu, il va y avoir les institutions suprêmes. Et je parle ici de l'institution royale. Après, je vais la faire suivre les institutions supérieures et je veux parler du chef du gouvernement, bien sûr des ministres et bien entendu de certaines administrations qui ont un caractère supérieurs, mais qui ont une certaine indépendance, comme le secrétariat général du gouvernement et des autorités que j'ai introduites au niveau du glossaire, à savoir les institutions de bonne gouvernance et de régulation. Alors, donc, voilà les points que je vais traiter au niveau de l'administration centrale et spécialement au niveau de l'administration de l'État. Et je commencerai sur le champ par l'institution royale en tant qu'institution suprême. Dans la mesure où vous avez l'article 42 qui spécifie que le roi, c'est le chef d'État et le représentant suprême de la nation. Alors, avant de commencer et de poser la question pourquoi d'abord on traite de l'institution royale, c'est pour venir à un point qui est très important. Est-ce que le roi est une autorité administrative? Donc, on va laisser cette question ici et on va la vérifier. C'est très important de poser les questions. Donc, est-ce que le roi est une autorité administrative? Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais bien vérifier avec vous un point qui est très important, à savoir, lorsque je veux parler d'une administration, quelle que soit la nature de cette administration, aussi bien au niveau c'est-à-dire le secteur privé, comme le secteur public, parce qu'on partage le même concept. Qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir, cette administration? Cette administration préside. Oui, elle a un président ou un directeur général. Cette administration nomme. Cette administration, elle a l'initiative.
Et cette administration a un pouvoir disciplinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a la hiérarchie du directeur jusqu'à le subalterne, donc automatiquement, elle exerce un pouvoir disciplinaire. Alors, essayons de prendre l'ensemble de ces éléments-là et l'appliquer à l'administration, c'est-à-dire l'institution royale, pour vérifier est-ce que effectivement le roi c'est une administration, c'est une autorité administrative ou pas. On va voir. C'est-à-dire si on se réfère à la Constitution, qui est la norme des normes, à aucun moment la Constitution et les constitutions précédentes, c'est-à-dire les différentes expériences et révisions constitutionnelles depuis 1962. Alors, la Constitution de 1962, celle de 70, celle de 72, celle de 92, celle de 96, jusqu'à la dernière qui est de 2011, à aucun moment on n'a réservé une provision ou un article qui suppose que le roi, c'est une autorité administrative. Non plus, on ne l'a pas fait pour le chef de gouvernement. Idem, les deux. Alors, mais qu'est-ce qu'on a? C'est-à-dire, on va essayer de partir sur un contenu sans qualification. Il n'y a pas la qualification d'autorité administrative, mais on a le contenu de l'ensemble de ces éléments-là. Et on commence. Est-ce que le roi préside? Oui, le roi préside. Qu'est-ce qu'il préside? Là, je vous invite, lorsque je vais expliquer, vous allez faire un petit exercice après les explications et de pouvoir prendre votre constitution qui est un support juridique très important et peut-être ça va vous donner l'occasion et l'opportunité de travailler directement sur un texte juridique pour avoir l'habitude de lire directement sur un article au lieu de prendre n'importe quel support, que ça soit un livre ou autre, et ça va être l'interprétation, ça va être la prise de notes, ça va être la position, ça va être la perspective et autres de la personne qui a effectué ce travail. Donc ça, c'est une occasion pour vous de prendre un document juridique et de travailler sur le document juridique. Ça va forger votre situation en tant que futur juriste et ça va vous permettre de élucider certains points qui peut-être ne sont pas traités dans des livres bien déterminés. Alors, travaillez directement sur le document juridique. Alors, le document juridique qu'on a pour spécialement dédié à de la royauté, après mes explications, vous allez essayer de faire un petit exercice, de reprendre les explications en soulignant point par point ce que je vais expliquer maintenant, c'est-à-dire le roi, est-ce qu'il préside? Oui, il préside et on va prendre des exemples. Est-ce que le roi nomme? Oui, le roi nomme. Est-ce qu'il a l'initiative? Oui, le roi a l'initiative. Est-ce qu'il a le pouvoir disciplinaire? Bien entendu, il a le pouvoir disciplinaire et je vais vous expliquer point par point et je vous laisse le soin de souligner de A à Z l'ensemble de ces, c'est-à-dire c'est comme l'ossature, c'est comme les fondements de toute administration et on va essayer de l'appliquer à l'institution royale et par la suite on va vérifier est-ce que ça répond à notre question ou bien on doit vérifier un autre élément pour pouvoir tirer une conclusion qui est claire et qui répond à notre question originale, c'est-à-dire est-ce que le roi est une autorité administrative? Est-ce que le roi peut être considéré comme une autorité administrative? Et si c'est le cas, il va y avoir des conséquences juridiques, bien entendu, que je vais vous expliquer ultérieurement. Alors, le roi, est-ce qu'il préside? Oui, le roi préside. Qu'est-ce qu'il préside? Il va d'abord présider, comme l'a prévu l'article 41 de la Constitution 2011, dans son article 41, le roi, qu'est-ce qu'il va présider? Le Conseil des ulama. Hein? Il va présider le Conseil des ulama. Et qu'est-ce qu'il va présider aussi? Le roi, il va... la Constitution de 2011 lui consacre le titre de chef d'État. Dans son article 42. Là, je vous invite à faire une chose, c'est-à-dire... par rapport aux constitutions précédentes où il y avait ces deux compétences ensemble au niveau de fameux article 19 qui a fait beaucoup d'écrits et d'analyses au niveau de
la compétence royale et l'institution royale. Maintenant, la Constitution de 2011 l'a scindée, ces compétences ont été scindées en deux. On a un article où on a essayé de mettre en relief que le roi, il préside le Conseil des ulama et le roi, il est le chef d'État et le représentant suprême de la nation. Article 42. Aussi, on a un autre point qui est très important, c'est que le roi, il préside le Conseil de sécurité. Le roi, il préside les phares, les forces de l'armée royale. Le roi, il préside le Conseil supérieur de pouvoir judiciaire. D'accord? Donc, vous voyez très bien que la Constitution n'est pas avare au niveau de la présidence concernant l'institution royale. À travers une vingtaine d'articles, vous allez trouver et souligner, point article par article, peu importe, c'est le contenu de l'article qui nous intéresse. Donc, essayez de vous concentrer sur le contenu de l'article pour comprendre mieux qu'est-ce que je veux dire par présider, ou bien il préside. Bien. Alors, l'institution royale aussi a un pouvoir de nommer. Qu'est-ce qu'il va nommer? Il va nommer le chef de gouvernement. Le chef de gouvernement, il est nommé par le roi. Et aussi, les ministres, ils vont être nommés sur proposition du chef de gouvernement. Donc, c'est le roi qui va les nommer sur proposition du chef de gouvernement. Qu'est-ce qu'il va nommer aux emplois militaires? Et aussi, il va nommer les personnalités qui sont à la tête des entreprises stratégiques. Et la Constitution, elle est claire sur cette question. Le roi aussi, il a l'initiative. Et ça, je vous envoie à votre cours du droit constitutionnel où vous allez voir que le roi, il peut demander une seconde lecture aux deux chambres concernant un projet ou une proposition de loi. Et enfin, le roi, il a un pouvoir disciplinaire dans la mesure il peut remercier et limoger les ministres, ce qui a été fait en 1917 lorsque on a demandé aux ministres responsables du projet des provinces du Nord et que après 16 mois le projet n'a pas évolué, automatiquement ils ont été remerciés à la base de la responsabilité et de la reddition des comptes qui est un principe constitutionnel. Donc voilà ce que j'avais à vous dire au niveau de si on essaie d'approcher le fait que le roi c'est une autorité administrative en se basant sur le fait qu'il préside, il nomme, il a l'initiative et il exerce le pouvoir disciplinaire par remercier ou bien par l'opération, par la possibilité de limoger les personnes du gouvernement. Donc là, on peut dire que peut-être, dans la mesure où on est des juristes, on doit se baser sur un texte juridique clair sur la question. Mais la Constitution reste muette sur cette qualification. Alors, la question, si on l'approche comme ça, on voit qu'on a des éléments de réponse. C'est pas la réponse, mais on a des éléments de la réponse. Alors là, je vais directement introduire un autre point pour approcher et répondre à cette question en partant d'un principe qui est très important. C'est que si vous voulez avoir une idée sur la loi, avec un grand L, il faut pas voir la loi au niveau du texte. Il faut voir ce qu'on a fait du texte, l'usage du texte. Et qui va utiliser le texte en cas de problème? C'est le juge. Donc, la bouche de la loi, c'est le juge. Donc, on va poser la question au juge en cas de problème. Comment le juge, il a répondu à la question, est-ce que le roi, c'est une autorité administrative? C'est une manière de poser une autre question. Est-ce que les actes royaux sont susceptibles d'un recours
pour excès de pouvoir. Voilà. Parce que lorsque je vais dire on va faire un recours pour excès de pouvoir, je parle de l'administration, bien entendu. Donc, c'est une manière de qualifier l'acte royal. Est-ce que c'est un acte administratif? Est-ce qu'il relève d'une autorité administrative ou pas? Alors, si je fais appel à la jurisprudence, c'est-à-dire l'effort d'interprétation effectué par le juge en cas de non-clarté du texte juridique, le Maroc possède une jurisprudence au niveau de cette question-là. Alors, la jurisprudence, la première affaire, c'est en 1960, et c'est ce qu'on appelle l'affaire Randa. Randa, ce fut un cadi, c'est-à-dire l'équivalent de juge actuel. Le cadi, c'est une institution traditionnelle. Alors, il a été démis de ses fonctions, on l'a remercié, et il n'a pas accepté cet acte-là, et l'acte, c'était un dahir royal. Donc, il est parti au niveau de la chambre administrative, au niveau de la cour, donc la chambre administrative, au niveau de la cour suprême, qui est devenue cour de cassation actuellement. Alors, le juge, à ce niveau-là, il n'a même pas regardé de quoi il s'agit au niveau de l'affaire, mais il a avancé le suivant, comme quoi il ne peut pas accepter cette affaire parce qu'il y a un problème au niveau de la forme, et il s'est déclaré incompétent dans la mesure où le roi n'est pas une autorité administrative. Et qu'est-ce qu'il a avancé? Il a avancé comme quoi l'acte royal, c'est-à-dire le dahir, ne peut pas être considéré comme un acte administratif ou bien qui émane d'une autorité administrative dans la mesure où le roi n'en est pas une. Et c'était la justification qui a été avancée par Feu Bahnini, qui fut président de la Cour suprême en ce temps-là. Alors, je vais vous donner une autre jurisprudence pour vous montrer davantage comment le consensus jurisprudentiel va continuer même lorsqu'il ne s'agit pas d'un acte, mais c'est une délégation, pour vous montrer la lourdeur des conséquences de la qualification, est-ce que le roi c'est une autorité administrative ou pas. En 1970, on a l'affaire de Société Abdelaziz. Abdelaziz. Contre le président du Conseil et le ministre de l'Agriculture. Attendez, ici, président du Conseil, c'est la nomination qu'avait le chef de gouvernement en ce temps-là. C'est-à-dire entre la première, c'est-à-dire le début de la deuxième expérience constitutionnelle marocaine. Donc, le président du Conseil, ministre de l'Agriculture, Société Abdelaziz. Monsieur Abdelaziz n'a pas accepté la politique de remembrement des terres agricoles du Gharb pour la betterave. Donc, il ne voulait pas, il voulait faire la chose à sa manière et d'une manière individuelle. Il ne veut pas rentrer dans cette action qui est collective. Et il a attaqué cette décision de remembrement des terres collectives. Alors, la décision lui porte préjudice, mais cette décision, elle est issue d'une délégation royale. C'est-à-dire que le président du Conseil, le ministre de l'Agriculture, ils ont agi sur délégation royale. Le juge n'a pas pris en considération qu'il s'agit du président du Conseil, il s'agit d'une délégation royale. Donc, il a pris en considération que c'est un acte qui relève du roi. Et comme son prédécesseur, le roi, n'est pas une autorité administrative. Donc, ces actes, c'est-à-dire les actes royaux par délégation sous forme de décret ou bien
par Dahir ne sont pas susceptibles, les actes royaux ne sont pas susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Conclusion, c'est qu'il y a un consensus jurisprudentiel sur le fait que le roi ou l'institution royale n'est pas une autorité administrative, quoique il préside, il nomme, il a l'initiative, il a le pouvoir disciplinaire, c'est pas une autorité administrative comme les autres autorités, et tout acte à l'encontre de sa décision sous forme de dahir sera non recevable. Pourquoi? Parce que le juge va se déclarer incompétent. Et cette jurisprudence, elle est valable jusqu'à maintenant. Une dernière affaire en 2016, où vous avez un membre de la Chambre des conseillers qui a attaqué une décision royale concernant sa nomination. Le juge, il a fait appel à l'affaire Randa en 1960 pour confirmer et rejoindre le consensus jurisprudentiel que le roi n'est pas une autorité administrative, donc les actes royaux ne sont pas susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Alors, essayons maintenant voir, pour terminer cette autorité, est-ce que le roi c'est une autorité administrative ou pas? On a vu que la jurisprudence est restée consensuelle sur le fait que le roi n'est pas une autorité administrative. Qu'en est-il de la doctrine? Alors, la doctrine, on a Michel Rousset, au niveau de son livre Le droit administratif marocain. Je vous ai donné la référence les séances passées. Si vous allez à édition Laporte 2003, vous allez voir que Michel Rousset considère le roi comme une autorité administrative, dans la mesure, il le considère comme administration qui préside, qui nomme, qui a l'initiative, qui a le pouvoir disciplinaire. Rien n'empêche à considérer le roi comme une autorité administrative, et ses actes sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. La doctrine marocaine, si par exemple je prends le professeur Achirgui ou bien Monsieur Beina, les arguments et les motivations sont différentes, mais pour arriver au fait que le roi n'est pas une autorité administrative comme les autres autorités. On fait appel au fait que le roi c'est Amir al-Mouminin. Monsieur Beina, il fait appel au fait que c'est le pouvoir discrétionnaire du roi, donc on ne peut pas attaquer ces décisions au niveau de la justice. Le consensus au niveau doctrinal de la doctrine marocaine, la motivation est différente d'un professeur à un autre, mais la conclusion, elle est la même, c'est que le roi n'est pas une autorité administrative comme les autres. Et comme l'a dit le président de la Cour suprême, ce qui reste à faire, c'est un recours gracieux. Alors, pour finir, je vais traiter brièvement les services du roi, c'est-à-dire qui aident l'institution royale pour s'acquitter de sa mission. Donc, on a un cabinet royal qui a joué un rôle très important pendant la période de 1965 jusqu'à 1971. Ça, c'est là où il n'y avait pas de gouvernement, vu les circonstances, le punch de Srerat et les événements de Casablanca. Donc, on a l'état d'exception. Donc, automatiquement, le gouvernement n'est pas là. Donc, qui va jouer ce rôle? C'est le cabinet royal. Donc, à sa tête, on a un directeur général du cabinet royal, nomination qui va disparaître en 1966 pour se suffire seulement un directeur de cabinet. Ce directeur de cabinet, il va se faire aider par des conseillers qui justifient de leur honorabilité et de leurs compétences pour aider de superviser l'action de l'État
que ça soit au niveau national ou au niveau international. Voilà ce que j'avais à vous dire au niveau de ce point-là, c'est-à-dire au niveau de l'institution royale. Je vous remercie de votre attention et aux séances prochaines. Merci.